Directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. J'étais ancien membre du GIEC. Vous avez travaillé depuis plus de 30 ans pour que les causes et les enjeux du changement climatique soient connus, soient reconnus. Vous avez obtenu le prix Nobel, je crois, avec l'équipe du GIEC. Après l'accord mondial de Paris sur le climat, vous avez dit qu'une prise de conscience générale avait eu lieu à Paris sur la nécessité de lutter globalement contre le réchauffement climatique. Vous avez dit, je crois que la mise en œuvre de nos intentions de changement, au-delà du texte de la COP21, est la vraie tâche qui nous incombe à tous. Vous avez déclaré, j'espère que l'état d'esprit actuel va durer le plus longtemps possible. Ma première question pour vous, Martin Bélisson, comment réagissez-vous au film? Comment pensez-vous que dans le cadre de la conférence de Paris, nous avons pu démontrer qu'une gouvernance mondiale du climat était possible, et comment pensez-vous que cette gouvernance mondiale du climat puisse être démocratique? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces questions. Grand débat, en fait. Je veux dire, on pourrait passer plusieurs jours à discuter de ça. Peut-être la première chose, c'est vrai que je ne me souviens pas d'avoir été aussi positif, je ne sais pas où vous avez trouvé ces citations, mais c'est vrai que le fait d'avoir un accord sur papier de la part de 195 gouvernements, c'est déjà en soi un certain succès sur le plan, disons, diplomatique. Maintenant, la mise en œuvre de la COP21, ça va être une autre paire de manches. D'autant plus que, comme on l'a bien vu dans le film, une bonne partie de la problématique de l'augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines vient du secteur des carburants fossiles, et notamment le charbon et le pétrole, qui étaient vraiment les maîtres mots dans ce film. Le problème qui se pose aujourd'hui pour une mise en œuvre de la COP21 se heurte à de nombreux problèmes, également évoqués d'une certaine manière dans le film, via, la dominance du système économique actuel. Et actuellement, vous le savez certainement, le prix du baril tourne autour des 30-32 dollars. Il était même à 28 dollars à la fin janvier, fin février. Donc, comment est-ce que vous voulez mettre en œuvre une transition énergétique lorsque vous n'avez aucune incitation, en utilisant les mécanismes économiques actuels, vous n'avez aucune incitation réelle de diversifier votre système énergétique. Il n'y a pas vraiment d'incitation financière à se séparer des carburants fossiles, dans la mesure où ils sont très valables sur le plan énergétique, ils fournissent beaucoup d'énergie par kilo, et ils sont extrêmement bon marché. Donc pourquoi avoir une transition énergétique? C'est ça le problème majeur que je vois. Et je suis peut-être moins optimiste que la fin du film, dans la mesure où on voit effectivement la société civile qui se mobilise. On a eu, je ne sais pas, 300 ou 400 000 personnes, je ne sais pas quand c'était, l'été dernier ou l'automne dernier à New York, qui ont aussi fait une marche pour le climat, etc. Mais malgré tout, ça reste, à mon avis, et peut-être ma collègue à ma gauche ici va bondir, mais je crois que ça reste malheureusement assez marginal. Et il suffit de voir, suite à la mouvance post-COP21 à Paris, donc un certain succès diplomatique, comme je le dis, regardez ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Suisse. On est en train de se retirer des promesses de Mme Neuter de sortir du nucléaire. On est en train de ralentir la mise en œuvre d'une transition énergétique qui, de toute façon, indépendamment du changement climatique ou pas de changement climatique, sera un jour ou l'autre nécessaire. Donc le titre du film, qui est « Tout peut changer », à mon avis, devrait être « Tout doit changer ». Mais comment le faire? Peut-être juste, si je peux encore juste une petite minute, ce film qui est très évocateur, qui pose vraiment bien certaines questions, je me pose la question à vous, dans cet auditoire, combien d'entre vous sont venus parce que vous êtes déjà convaincus par ce genre de problème, par cette problématique. Vous êtes déjà convaincus par le fait que l'environnement et les changements environnementaux est déjà un problème. Voilà, donc c'est quand même une majorité d'entre vous. Comment est-ce qu'on fait passer le message, ce message-là,
vers les décideurs, vers les industriels, etc., ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, tiennent les rênes de l'économie. Et je citerai simplement un ancien directeur général du WWF international, qui est ici à quelques kilomètres de Genève, qui était un Suisse d'ailleurs, enfin qui est toujours vivant, fort heureusement. Il s'appelle Claude Martin, et sa stratégie, c'était d'essayer d'arrêter cette confrontation quasi permanente qu'on a connue dans les années 60, 70, 80, de cette confrontation entre économie et environnement. Et sa philosophie, c'était que dans n'importe quelle société humaine, il y a des gens de bonne volonté, ce qui fait qu'il a commencé à discuter avec les industriels et des gens je ne devrais peut-être pas dire le nom, de chez Lafarge, grand cimentier, grand pollueur à une certaine époque. Il est allé discuter avec des gens chez Exxon, etc., etc. Et dans chacune de ces entreprises, il a pu nouer un dialogue constructif et non pas de confrontation, pour essayer de commencer à faire passer certaines idées. C'est un petit peu comme essayer de changer le mode de fonctionnement dans un parti politique. Si vous êtes en dehors du parti, vous n'allez pas y réussir. Si vous êtes dedans, là, vous pouvez commencer à mettre votre empreinte. Merci. Alors, je n'ai pas lu d'heure, mais on fait un tour de questions. Après, je passerai la parole à la salle. Il y aura d'autres questions, évidemment, qui vont sortir. Et puis, je fais comme ça parce que j'en ai très bruit sur cette chaîne, c'est vrai. Et après, je reprendrai en tout cas deux questions, si elles ne sortent pas de la salle en conclusion. C'est la question de des luttes locales, comment on arrive à changer les choses localement, et la question de savoir comment on marche sur les deux jambes, c'est-à-dire comment c'est le mouvement Alternativa qui sortait cette métaphore la semaine passée à la réunion européenne des Alternativa, comment à la fois on marche sur un mouvement, on a dit dans le film, de blocage des mauvaises solutions et de construction de solutions alternatives. Rémi Prudhomme, vous êtes docteur en économie, enseignant universitaire, aujourd'hui professeur émérite à l'Université de Paris 12. Vous avez travaillé à l'OCDE comme consultant d'organisations internationales. Directeur, pardon. Votre fiche Wikipédia n'est pas à jour. Vous avez travaillé à l'OCDE comme consultant d'organisations internationales multilatérales pour divers gouvernements et collectivités territoriales, ainsi que pour des multinationales et des groupes privés. Tout au long de votre carrière, vous êtes apparu comme un ardent défenseur de l'atome et de l'industrie nucléaire française. Dans votre dernier ouvrage, vous dénoncez l'idéologie du réchauffement et vous êtes, comme on le voit dans le film, peut-être un des derniers climato-sceptiques, voire climato-négationnistes qui existent encore en tout cas en Suisse, on n'en a pas beaucoup, et peut-être qu'en France non plus. Et je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau et de nous dire ce que vous entendez par cette nouvelle idéologie qui serait le climatisme, comment vous appelez ça ? Le réchauffisme, et qui, au fond, nierait tout ce qu'on a présenté dans le film, tout ce que dit le GIEC et l'ONU, tout ce que disent la plupart des pays aujourd'hui. Je vous passe la parole. Merci. J'ai donc le rôle très ingrat de me faire l'avocat du diable. Le diable, c'est le CO2. J'ajouterais à votre portrait que je suis fils de paysan et que ça me fait un peu rigoler de voir un certain nombre de bobos urbains m'expliquer ce que c'est que la nature et l'environnement. J'ai rien contre les bobos urbains, c'est ce que je suis devenu. Mais enfin, je n'oublie pas quand même d'où je viens, et en tant que paysan, fille de paysan angevin, je suis plus modéré que votre description ne le suggère. Alors, le problème, c'est celui de la politique du climat qui nous est présentée comme nécessaire. Très concrètement, la politique du climat telle qu'elle a été définie par le GIEC et plus encore par le G8, c'est de réduire de 50% les rejets actuels de CO2 dans le monde, ce qui revient à les réduire de 75% dans les pays développés et de environ 30%
par rapport au niveau actuel dans les pays en développement. Et je pense que cette politique du climat, on peut en dire trois choses. La première, c'est qu'elle surestime beaucoup les bénéfices que l'on peut attendre d'une telle politique. Deuxièmement, elle a des coûts qui sont considérables. Et troisièmement, je terminerai par là, qu'elle est portée par une idéologie, que j'appelle le réchauffisme, qui, comme toutes les idéologies, est par beaucoup de côtés totalitaire, ce qui nous ramène à la question des droits humains, comme vous dites, qui est, faute de français, il faut parler des droits de l'homme. On ne parle pas des droits, ils ne sont pas humains, ils sont... Les opposés à humains, ce serait parler de droits bestiaux, ce qui n'aurait rigoureusement aucun sens. Donc je pense que ces trois points méritent d'être développés. Alors le premier concerne les gains qu'il y aurait à cette politique du climat. Ces gains, ce serait d'éviter tous les maux que nous voyons. Et là, je m'inscris en faux contre une image qui est très répandue et qui l'était présentée dans le film d'une façon systématique, à savoir que dans le monde, tout va de plus en plus mal. Beaucoup de gens disent ça, le pape l'a écrit, tout va de plus en plus mal. Je pense que c'est complètement faux, et en particulier que le point important des 25 ou 30 dernières années, c'est que la situation s'est considérablement améliorée du point de vue humain, en particulier dans les pays en développement. Les gens de ma génération ont rêvé de voir les pays pauvres sortir de la misère épouvantable dans laquelle ils étaient. Pendant 30 ou 40 ans, rien ne s'est passé. Depuis 40 ans, les choses s'améliorent d'une façon considérable. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais j'en prendrai un parce qu'il est très symptomatique. C'est celui de la mortalité infantile. C'est très important, la mortalité infantile, parce que ça renvoie aux revenus, ça renvoie à l'éducation des femmes, ça renvoie au système de santé, ça renvoie à l'énergie, ça renvoie à toutes sortes de choses. J'ai des chiffres là. Mais en Afrique... Vous avez promis de ne pas les donner. Non, j'ai promis de ne pas en donner beaucoup, mais je pense que les chiffres, c'est plus important pour comprendre que les images. Et que les images qui s'adressent uniquement au cœur ou au ventre, c'est plus dangereux que les chiffres qui s'adressent à l'esprit. Je pense qu'il y a dans toutes ces affaires un recul de la raison qui est très inquiétant. Le sommeil de la raison, dit Goya, engendre des monstres. J'en reviens à la mortalité infantile. Entre 1990 et 2012, en guère plus de 20 ans, en Afrique, moins 69%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Moins 69%. C'est des enfants qui meurent. Alors on ne les montre pas peut-être comme ça, mais ils meurent plus de deux fois moins d'enfants que ce n'était le cas il y a encore 25 ou 30 ans. En Asie, moins 50%. En Amérique latine et les Caraïbes, moins 34%. Donc quand on nous prétend que tout va mal, et que tout va mal à cause du climat, parce que dès que quelque chose va mal, c'est la faute au climat, là il paraît que la guerre en Syrie, c'est la faute du climat, tout va mal, je trouve qu'on exagère énormément. Merci. Je vous coupe un peu parce que oui, vous mais c'est parce que j'ai deux autres points encore plus importants à évoquer. Vous pourrez en parler tout à l'heure. J'aimerais faire réagir à vos propos, René, premièrement, savoir si cette vision de l'amélioration de la qualité de vie et de l'espérance de vie dans les pays qu'on appelait d'autrefois en voie de développement, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Thank you for all the statistics and the data, but I'm sorry, I am from a developing country. I don't think any kind of data or statistics would justify the suffering that we are experiencing due to climate change. And I don't think we are blaming everything to climate change, but climate change has an impact on like everyone and probably almost everything.
And maybe, like, I know that anyone here can read about all the data, all the statistics that are available, but as a person from a developing country, maybe my request is for everyone not to reduce what we are experiencing to mere numbers, because we are talking about life. I'm sorry, I'm emotional, but merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé avec votre cœur, avec votre raison et avec votre expérience. Martin Béniston, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous seriez qualifié en tant que membre du GIEC de climato-crédule par monsieur climato-crédule, le contraire du climato-sceptique. Donc, est-ce que, et vous qui êtes, pour vous connaître, un fervent de chiffres, est-ce que le sommeil de la raison, de quel côté est-il le sommeil de la raison? C'est-à-dire, monsieur a parlé du sommeil de la raison. Est-ce que vous trouvez les propos raisonnables, les propos de Rémi Prudhomme raisonnables? Écoutez, je suis assez d'accord pour dire que le climat est responsable des maux de beaucoup de choses, etc. C'est peut-être un peu trop exagéré, un peu trop simpliste comme message, mais c'est clair que surtout les médias aiment des messages percutants et simples et clairs, et donc du coup on traduit souvent une science complexe en termes un peu hyper simplistes, et c'est vrai qu'après on a l'impression que le climat est responsable de beaucoup de choses. Ce qu'il est d'ailleurs jusqu'à un certain point. J'aimerais juste rebondir sur ce que a dit ma collègue à l'instant, c'est que en tant que représentant d'un pays en voie de développement, un pays pauvre, je trouve que essayer de balayer, et c'est pas du tout une idéologie, je veux dire, on base beaucoup de conclusions dans la science telle qu'on la connaît. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout sur un système extrêmement complexe qui est la machine climatique, mais on essaye, disons, de se baser sur la physique du globe, sur le fonctionnement biologique de la planète, etc., pour en tirer des conclusions basées sur la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et les conclusions, c'est sur la base de nos connaissances actuelles, l'humain est un élément parmi de nombreux éléments qui font évoluer le climat dans une direction ou dans une autre, et l'humain est en train de pousser le climat à réagir vers un réchauffement qui pourrait être inédit dans l'histoire récente du climat, c'est-à-dire depuis la dernière grande glaciation il y a 10 ou 15 000 ans en arrière. Donc je trouve que si on est négationniste de la thèse du réchauffement climatique, il y a quelque part un mépris par rapport aux pays en voie de développement qui sont les pays qui vont souffrir le plus. Pensez au Bangladesh avec la montée du niveau des mers, les Philippines qu'on vient d'évoquer. Pensez au changement de disponibilité en eau dans des régions qui sont déjà semi-arides aujourd'hui, qui pourraient devenir plus arides demain, dans un contexte où certaines populations dans ces pays-là sont grandissantes. Donc ça va mettre à néant les efforts de croissance ou de développement économique de ces pays, parce qu'ils vont être obligés, par la lutte contre le réchauffement climatique, de consentir des devises fortes qu'ils pourraient autrement utiliser pour assurer un bien-être supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui. Et j'arrêterai juste avec... on peut jouer avec les statistiques comme on veut. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un Danois, un mathématicien danois, un statisticien danois, Lomborg, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un fervent, disons, pas nécessairement négationniste de la thèse du climat, négationniste de la thèse que l'homme influence négativement l'environnement, mais il y avait un élément qui m'a pas mal choqué dans son livre, The Skeptical Scientist, le scientifique sceptique, c'était de dire les choses ne vont pas plus mal, ce qu'on vient d'entendre. Regardez par exemple la famine dans le monde. Il y a le pourcentage de personnes dans le monde qui meurent de faim aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, est moins que 20 ou 30 ou 40 ans en arrière. Donc, en utilisant le terme pourcentage, c'était mathématiquement, statistiquement juste.
C'était simplement parce que, en termes absolus, en fait, le nombre de personnes qui mouraient de faim était encore plus grand qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Mais la croissance démographique était telle que le nombre de personnes qui ne mouraient plus de faim croissait plus rapidement que le nombre de personnes qui mouraient de faim. Donc, statistiquement, le pourcentage diminuait, mais en nombre absolu, le nombre de personnes qui mouraient de faim, en fait, augmentait. Donc, on peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Je vais prendre, merci, je vais prendre quelques questions et je vous passerai, j'entends que vous n'êtes pas d'accord, donc je vous passerai la parole tout à l'heure. Mais je vais prendre quelques questions si on en a. Là devant, madame. Je crois qu'il y a un micro qui doit circuler. Vous pouvez essayer avec les sous-titres. Langage des signes. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si on a déjà une idée des migrations forcées dues au changement climatique, aussi bien en Afrique que dans les autres pays. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Je ne sais, est-ce qu'il y a d'autres? Je vais prendre d'autres questions. S'il n'y a pas, il n'y a aucun spécialiste des migrations autour de cette table, mais peut-être que quelqu'un a des chiffres. Vous voulez Je lis le rapport des Nations Unies. Il y a une institution sur les migrations. Je ne sais plus comment ça s'appelle, UNCHR ou quelque chose comme ça. Je lis ce rapport, le mot climat ne figure pas. On décrit en détail tous les migrants, d'où ils viennent, où ils sont, pourquoi ils sont là. Il n'y a aucune référence au climat. Et donc ça veut dire que ça n'existe pas. Aux yeux des Nations Unies, aux yeux de l'institution créée pour s'occuper des migrations, les migrants climatiques, c'est un mythe. Martin Lisson. Je voudrais juste réagir à ça. Je vous invite à lire ce rapport officiel de l'institution des Nations Unies chargée des migrants. C'est tout à fait juste, mais il y a une raison assez particulière à cela, c'est que si on commence à établir des liens de causalité entre le climat et les réfugiés environnementaux, c'est que ça va faire, disons, toute une mouvance juridique, légale, où il y aura des responsabilités à mettre en lumière. Et c'est ça que les pays, en particulier les pays du Nord, Madame parlait de la responsabilité historique, c'est clair que les pays du Nord n'aimeraient pas trop qu'on puisse juridiquement les contraindre à réparer les dégâts qui passent, entre autres, par l'immigration de population. L'autre problème qui se pose, c'est que les liens de causalité directs entre le climat, quel qu'il soit, je veux dire que ce soit un climat qui change durablement ou que ce soit les aléas climatiques, et l'immigration sont très difficiles à mettre en évidence. Parce que souvent, c'est le climat qui a un impact sur une ressource, et cette ressource, par exemple de l'eau ou la sécurité alimentaire, qui diminue, c'est plutôt ça qui va peut-être forcer ces populations à migrer, non pas l'effet direct d'un changement climatique. C'est toujours une chaîne de causalité qui est tellement complexe que les liens de causalité directe entre climat et migration sont très difficiles à mettre en œuvre. Et merci, et notamment si j'ose me permettre, que l'OIM n'est pas l'agence de l'ONU la plus neutre dans ce type de questions. Et si vous prenez d'autres rapports de l'ONU, il y a effectivement des liens qui peuvent être faits, notamment autour du secrétaire général, entre la migration et le climat. Est-ce que quelqu'un va encore poser une question ou je refais un tour de table avec une autre question pour moi, qui me semble très importante? C'est que l'on soit sceptique ou crédule, la question du changement climatique aujourd'hui est incontournable parce que c'est devenu une question politique mondiale. Aujourd'hui, les populations, les individus, les groupes, la société civile, les villes, les États prennent en charge une partie de la réponse au changement climatique. J'aimerais vous interroger les uns et les autres sur l'idée de savoir comment on peut, localement, quels sont les moyens locaux pour à la fois répondre au réchauffement climatique et défendre
dans le cadre des droits humains. Si vous voulez commencer, René. Yes. So I would like to also inform everyone that the Philippines is investing a lot in coal. We have currently 50 new coal power plants that will be put up in the next 5 years, starting this 2016. And which is very ironic because the Philippines is one of the most vulnerable countries to climate change, and yet we continue to invest in coal because it is cheap and a lot of people in the country need access to energy. However, we see that communities are starting to realize that coal is not the way to go. And it is not just because of the environmental and health effects of coal, but because there are human rights violations that are happening, such as land grabbing and harassment. So a lot of people, indigenous communities, and not just indigenous communities, but just local communities are being taken out of their houses to build these coal power plants. And it's not just coal power plants, but also since the government also is trying to transition to renewable energy, there are cases of companies investing in renewable energy like geothermal energy who are also doing human rights violations. They are also doing land grabbing. They are also doing deforestation to put up this renewable energy. And we always have to remember that acting locally and acting on climate change, it always has to be based on human rights. So just because we are putting up solar plants or wind plants doesn't mean it's already pro-human rights. We have to make sure that everyone in that community, their rights are also being protected. So when we talk about local solutions, when we talk about involving local communities, we have to ensure that they are also empowered, that their rights are being protected. If it's easy to know if it's like a coal power plant because it's dirty energy. But if it's a solar plant, if it's a wind plant that's being built in that community, we always think, hey, this is good for us. But we have to ensure and we have to ask them, like, how these companies are treating them. So there are a lot of issues that is going to happen when we start to transition from dirty energy to renewable energy. And it's not going to be easy. It's going to be like a very, very difficult road, especially for a developing country like us. But we have to make sure. This is why the grassroots movement, like as shown in the film, is very important. I know that it was said earlier that it's not very big, and we are aware that it's not very big. But slowly we are building these movements to come together and actually ensure that human rights are being respected, that dignities are being upheld in implementing climate action. Merci beaucoup. Rémi Prudhomme, vous pensez que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ou qu'est-ce qu'on peut encore améliorer le système, et comment vous pensez que localement vous pouvez, vous qui conseillez qui avez conseillé les villes et les collectivités locales, comment localement on peut faire en sorte que les catastrophes qui se produisent aujourd'hui soient moins nombreuses demain? Je ne dis pas et je ne pense pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ne serait-ce que parce que j'ai lu Candide, je sais bien qu'il y a extraordinairement beaucoup de choses, en particulier dans les pays en développement, qui sont abominables, et qu'il faut tout faire pour essayer de les résoudre. Je pense simplement que la réduction du CO2 n'est pas la bonne façon d'améliorer la qualité de vie des gens du tiers-monde. Tout le monde s'insurge contre les usines à charbon. Il se trouve que c'est la meilleure façon, la seule dans beaucoup de cas, pour beaucoup de pays, de produire de l'électricité.
Il se trouve que pour des centaines de millions de personnes, ne pas avoir d'électricité, c'est terrible. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se chauffer avec du crottin de bœuf, ça veut dire qu'ils respirent un air qui est incroyablement pollué, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se soigner. C'est une vie infernale que de ne pas avoir d'électricité. C'est celle de centaines de millions d'Indiens. C'est celle de centaines de millions de personnes en Afrique. Et que dire ne faites pas de centrales au charbon, c'est dire n'ayez pas d'électricité, ne vous développez pas. Et ça, c'est une vraie atteinte aux droits humains. Et c'est une atteinte aux droits des plus pauvres, parce que ce sont les riches, des pays riches, qui exigent des pauvres des pays pauvres, qui se privent d'électricité et de développement. Alors, pour en revenir à votre question, sur ce qui concerne ce qui peut être fait au niveau local, la réalité est pas grand-chose, parce que si l'ennemi principal c'est le CO2, comme il est global, comme il est mondial, seules des actions mondiales et globales peuvent avoir un impact. Donc, croire qu'on va résoudre cela au niveau local, c'est un peu se tromper. Alors qu'au niveau local, on puisse faire des efforts, en particulier en matière d'énergie, mais il ne faut pas se leurrer. Le solaire, à l'heure actuelle, dans le monde, vous savez quelle est la part du solaire dans l'électricité dans le monde? Elle est de 0,4%. Alors croire que le solaire, dans les 10 ans qui viennent, va fournir de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, c'est un rêve. Et en plus de ça, cette part-là, elle coûte à peu près 5 ou 6 fois plus cher que l'électricité au charbon. Et donc tous les pays en développement, à commencer par l'Inde, disent « Nous, on veut construire des centrales thermiques au charbon parce qu'on veut que nos habitants aient de l'électricité. » Et vouloir les en empêcher, ça m'apparaît être aussi vain d'ailleurs, parce qu'ils font ce qu'ils veulent faire, et c'est la même chose en Afrique, ça m'apparaît aussi vain que obscène. Je vous remercie. Il y a plusieurs questions dans la salle. Vous vouliez répondre tout de suite ou pas spécialement? Alors je prends les questions. Il y a monsieur là-bas qui lève la main. Ah voilà, pardon, j'ai pas vu. Je vous donne la parole juste après, pardon. On vous entend pas. Voilà, bonsoir. Avec la COP21, les États ont reconnu qu'il y avait un problème climatique et donc aujourd'hui la société civile n'est plus en position de devoir prouver qu'il y a un problème de réchauffement. Ça, aujourd'hui, c'est un acquis. Est-ce qu'au niveau des droits de l'homme, on ne pourrait pas faire un pas de plus en disant que c'est une question de droits de l'homme, de développer des solutions non polluantes pour la fourniture d'énergie, plutôt que de parler des atteintes du développement sur la population et les atteintes aux droits de l'homme? Est-ce que ce n'est pas l'inverse qui devrait se dire aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un droit de l'homme que des énergies non polluantes soient développées? Le droit à la santé, le droit à un environnement sain, ce sont des droits qui effectivement pourraient être défendus. Je prends encore une autre question avant de laisser les intervenants répondre à l'ensemble des questions. Il y avait monsieur là-bas et puis une personne ici aussi. Il y avait trois. Levez la main distinctement parce qu'on ne vous voit vraiment pas depuis ici. Voilà, merci. Alors, il y a monsieur avec la chemise bleue, puis après monsieur avec une dame ici avec une jaquette. Non? Non. Bonsoir, moi j'avais une question mais aussi une affirmation à dire, c'est qu'on parle souvent que d'investir dans les énergies renouvelables est un investissement cher, mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de subsides et d'aides gouvernementales qui vont vers les industries pétrolières et d'énergie fossile que vers les industries renouvelables. Ça, c'est un fait, vous pouvez secouer votre tête, c'est un fait qui est reconnu mondialement.
Je suis désolé. Donc de dire que les industries, de faire une usine à charbon en Afrique, c'est le moyen le moins cher et le plus efficace pour donner de l'énergie à certaines communautés qui sont plus vulnérables. De toute façon, ça aussi, c'est des choses qu'ils n'auront pas nécessairement l'argent d'investir dedans. C'est des compagnies externes, étrangères, qui vont venir installer cette énergie chez eux. Et voilà, ce que disait René plus tôt, c'est qu'il faut s'assurer qu'une partie de l'énergie qui est produite et qui arrive vers ces populations locales doit être produite localement, et en partie des revenus qui puissent venir de ces énergies reviennent à la population locale. Et ça, c'est justement une des bénéfices majeurs de produire localement de l'énergie renouvelable, avec, voilà, comme c'était présenté dans le film en Allemagne, où c'est des collectivités locales qui reprennent une partie ou la totalité de ce pouvoir-là, qui est très important. Merci. Il y a monsieur... il y a encore une personne là. Pardon? Monsieur a posé ma question. D'accord. Est-ce que, Martin Belliston, vous voudriez répondre à la personne qui a commenté ce que dit la personne précédente, et puis peut-être répondre à monsieur Prudhomme? Donc, si vous pouvez juste rappeler la question précédente. La question précédente, il y avait deux questions. La question précédente, c'était est-ce que aujourd'hui l'énergie renouvelable est taxée plus ou moins, disons, est subventionnée plus ou moins que le charbon et les énergies non renouvelables, parce que vous avez des chiffres là-dessus. Et l'autre question, c'est pourquoi, c'est la question de monsieur à droite, là, pourquoi ne pas faire entrer les questions climatiques dans des questions plus juridiques en termes de droits humains, notamment, si je résume, le droit à l'environnement sain, le droit à la santé. Je crois que c'est d'une certaine manière, pour répondre à cette première question, c'est d'une certaine manière implicite dans l'accord de la COP, puisque par exemple il y a un chapitre qui est dédié à Energy for Africa, donc l'énergie pour l'Afrique, et justement de l'énergie, si possible, de sources moins polluantes que ce qu'on pourrait envisager avec une solution de facilité, c'est-à-dire de mettre en œuvre des centrales à charbon, des centrales à pétrole, quoi. Je suis entièrement d'accord avec monsieur, c'est pas des subventions directes, c'est pas des paiements directs comme on fait pour l'agriculture suisse, mais je crois qu'aujourd'hui la plupart des économistes s'accordent à dire que l'industrie des carburants fossiles est subventionnée à hauteur de 450 à 500 milliards de dollars par année. Donc c'est clair qu'on pourrait déjà jouer sur ces mécanismes économiques pour réduire ces subventions, ce qui rendrait peut-être un tout petit peu moins attractif ces sources d'énergie. C'est-à-dire, il faut quelque part, c'est là où la solution locale toute seule ne peut peut-être pas marcher, c'est qu'il faut effectivement des stratégies décidées juridiquement par les gouvernements pour avoir des taxes incitatives ou dissuasives pour permettre à certaines formes d'énergie de devenir beaucoup plus compétitives par rapport au pétrole actuel. Avec le baril à 30 $, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Sur la question, il y avait une dernière question de l'impossibilité de trouver des solutions locales, parce que la question du CO2 est à essence, si j'ose dire, globale. Vous avez une... Oui, je vous pense... avez hoché la tête à ce moment-là. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire il faut un peu des deux. Il faut aborder la question dans sa globalité, puisque les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas s'arrêter aux frontières du pays qui émettent ces gaz. Mais je pense que toute une panoplie de solutions locales, et non pas, notamment par le biais de l'adaptation, qui va être évidemment éminemment locale, parce que, je veux dire, ici à Genève, on ne va pas trop se préoccuper de la montée du niveau des mers, en tout cas pas pour l'instant, mais dans d'autres parties du monde, c'est d'autres éléments dont on doit tenir compte au niveau local ou régional. Donc, il y a certains aspects qu'il faut aborder collectivement au niveau global, et je crois que ça c'est un petit peu ce que la COP 21 a démontré, ou cherche à mettre en œuvre, ou va peut-être chercher à mettre en œuvre ces prochaines années.
Et puis les solutions locales, c'est plutôt des solutions. On a vu quelques exemples de manière assez percutante dans le film, mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites au niveau local. Donc c'est un peu un mélange des deux qui vont se rencontrer quelque part au milieu, si je veux dire. Merci René, vous vouliez commenter les questions précédentes ou rebondir sur ce que disaient vos collègues? Yes, I wanted to react to the question on human rights. So actually, the COP21 agreement in the negotiations, human rights was a very controversial issue at the COP21. A lot of countries didn't like human rights to be there. So what we have now at the agreement is not a very strong human rights framework. We only have it basically at the preamble part. The Philippines is one of the proponents and strong pushers of human rights inside the negotiations, along with Mexico and Venezuela and other Latin American countries. But sadly, countries like Saudi Arabia wouldn't like human rights to be included. So it's been watered down, and specific clauses in human rights wouldn't go inside the agreement, or else we won't have an agreement signed by all countries. So that is the problem with the COP21 agreement. It should have been stronger. We wanted it stronger, but we had to compromise, and that is the compromise. As for I would like to agree with the global and local solutions. So there are things that we can do locally, but if we don't do anything globally on a larger scale, then all the efforts will not be, it will go down the drain. We need big countries like the United States, the EU, Canada, Japan. We need the global polluters to actually act. If they don't act, then what will be left will be like small local solutions which will not reduce carbon emissions, which will only give us very little climate action, and which will not answer the problems of climate change. So that is true. I would like to agree to that. And what we are seeing now, we are seeing just recently the Supreme Court of the United States did not agree with Obama's plan of trying to reduce carbon emissions from the fossil fuel industry. And we're seeing right now, just a few months after COP21, that countries are not fully committed into climate action. And this is breaking the trust that was built at the UN negotiations. We see that EU does not want to increase their commitments to climate action. And the current commitments right now of all countries in the world will not lead us to 2 degrees. I mean, our scientists here will know. We're going to warm up to 3.5 degrees. And what does that mean for me? What does that mean for small island nations like Kiribati and Tuvalu? That means we're going down the ocean. We won't have land to live in at 3.5 degrees. And that's why we need global solutions. Local solutions, we can only do so much. We need to work together. We need the countries to work together. Merci, bravo. Si c'est possible, c'est que j'aimerais que vous réagissiez, Rémi Prudhomme disait en tant que effectivement il était difficile de contraindre les pays en voie de développement parce que c'est leur droit à la pollution, leur droit à la production de leur niveau de vie. Qu'est-ce que vous pensez? Yes. So this is called differentiation in technical terms. This is what we call the historical responsibility. So because we recognize they use fossil fuel, because they emitted a lot of carbon. That's why they are here right now as a developed country.
While countries like the Philippines, who are only developing as a nation, did not cause climate change. And yet we want to develop some more. But for me, and for I think a lot of organizations, we don't want to go that path. You know, we've already seen where that put us. The path of development that was used by the Western countries is not sustainable, and it led us to climate change. Do we want developing countries? If all developing countries wanted to develop, and that's a lot of countries, using fossil fuel, using dirty energy, imagine how much the world will warm more. So for me, personally, I don't believe in this. If we want negotiations, we're going is using this as an excuse for them to produce more oil. Saudi Arabia, of course, and the oil-producing countries, the OPEC countries, they are using this as an excuse because they are under the developing countries at the United Nations. But at the end of the day, if they keep on producing, you know how much more. Merci, c'était clair. Une régression des capacités de nos sociétés à avancer, puisque aborder la question climatique, par exemple, par une réelle transition énergétique, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles technologies qui vont être mises sur le marché, des nouveaux marchés, et donc peut-être une nouvelle économie, peut-être la 4e révolution économique et industrielle, après celle du début du 19e siècle, ensuite la révolution des ordinateurs, des télécoms. Peut-être là on a une révolution énergétique qui va se mettre en place avec énormément d'effets bénéfiques pour l'avancement de nos sociétés. Merci. René, pour conclure. Okay, for me, it's going to be very simple, and I'm going to be maybe sound like an activist from a developing country, but the only way really that we are going to be able to answer this whole problem of climate change is if we collectively act together. So, system change, not climate change. Merci. Juste un dernier mot pour conclure, peut-être en tant que modérateur, mais aussi en tant qu'activiste et militant politique. Je pense que c'est le moment aussi que chacun prenne ses responsabilités dans la politique traditionnelle ou dans la société civile ou dans les deux. Et qu'en tout cas à Genève, on a participé au mouvement sur le climat autour d'Alternativa, dans les fédérations des alternatives européennes également, et aujourd'hui dans les quartiers pour défendre la nouvelle économie dont parlait Martin Béniston. Nous avons des associations comme Quartier Collaboratif, nous avons lancé une nouvelle monnaie, une monnaie citoyenne, une monnaie qui permet de consommer localement, et c'est aussi une manière de défendre localement, ici, une nouvelle vision du monde, comme le disait le film Demain. Il faut créer aujourd'hui les conditions de demain. Je vous remercie pour votre attention, je remercie mes 3 invités et j'espère que le débat vous aura intéressé.